Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 23 ans. Il y a 2 semaines, mon père s'est levé devant une cinquantaine de personnes de la famille, des proches, ses collègues du cabinet d'avocats lors de ma fête de remise de diplôme. Il a levé sa coupe de champagne. Mais il ne me regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur ma petite sœur. C'est alors qu'il a prononcé ces mots qui résonnent encore dans ma tête: « J'aurais tellement aimé que ce soit toi qui tiennes ce diplôme ce soir, Chloé. Tu es la seule de mes enfants qui m'ait jamais rendue vraiment fière. » Ma mère a acquiescé d'un signe de tête. Personne n'a protesté. Personne n'a même jeté un regard vers moi. Je suis partie discrètement. Pas une seule personne ne l'a remarqué. Mais ce qui s'est passé après? Ils ne s'en sont toujours pas remis. Mon père, maître Richard Lefebvre, est un avocat de renom, associé principal dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris. Ma mère, Béatrice, est issue d'une lignée de juristes sur 3 générations. Et ma petite sœur, Chloé, à 20 ans, vient de terminer sa 2e année de droit à Assas. Elle est le soleil autour duquel mes parents gravitent. Et puis il y a moi, la brebis galeuse qui a choisi les soins infirmiers. Je me souviens encore du jour où je le leur ai annoncé, il y a 4 ans. J'avais 19 ans, je tremblais d'excitation à l'idée d'avoir été admise en IFSI. Mon père m'a regardé comme si je venais de faire une blague de mauvais goût. Infirmière? Il a reposé son verre de cognac. Tu veux être la servante des médecins pour le reste de ta vie? Ma mère a soupiré: notre famille est dans le droit depuis 3 générations. Tu es la première à briser la tradition. J'ai essayé d'expliquer que je voulais aider les gens, être présente dans leurs moments les plus vulnérables, faire une réelle différence. Ils n'ont pas écouté un traître mot. À partir de ce jour, chaque appel à la maison ne tournait qu'autour de Chloé, ses notes, ses demandes de stage en cabinet, son avenir brillant et doré. Pendant ce temps, je sortais major de ma promotion d'infirmière, j'enchaînais les gardes de nuit pour payer mes frais de scolarité et je recevais les félicitations de tous mes professeurs. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment j'allais. Pas une seule fois ils n'ont assisté à une cérémonie. Mais il y avait une personne dans ma famille qui suivait tout de près. Quelqu'un qui m'appelait tous les dimanches sans faute. Quelqu'un qui se souvenait de chaque examen, de chaque stage clinique, de chaque petite victoire. Quelqu'un que mon père n'avait jamais respecté. Et cette personne allait tout changer. 2 mois avant la remise des diplômes, j'ai reçu un email de ma mère. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu », juste de la logistique: ta fête de diplôme aura lieu au Grand Véfour, samedi à 19h. Ton père a finalisé la liste des invités. Tu n'as à te soucier de rien. Je l'ai lu 3 fois. Ma fête de diplôme, organisée entièrement sans moi. J'ai ouvert la pièce jointe de la liste des invités. Mon cœur a sombré. 53 noms. J'en reconnaissais peut-être 10. Des cousins éloignés que je connaissais à peine. Le reste, des collègues de mon père, des associés, des partenaires du cabinet, et même les amis de l'école de commerce de Chloé. Mais mes amis, mes professeurs d'IFSI, mes collègues de l'hôpital où j'avais fait mes stages? Pas un seul. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, est-ce que je peux inviter quelques-uns de mes proches? Le professeur Martinez a été mon mentor pendant 2 ans, et mon amie Célia. Sa voix était patiente, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Léa, c'est une occasion pour notre famille de faire bonne impression. Tes amis. Ils ne seraient pas à leur place. J'ai ressenti ces mots comme une gifle. Pas à leur place? Tu vois ce que je veux dire. Les épouses des associés seront là. Nous avons besoin de la bonne atmosphère. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ce soir-là, j'ai regardé le carton d'invitation que ma mère m'avait envoyé. Mes mains tremblaient en le lisant. La famille Lefebvre est heureuse de vous inviter à célébrer sa réussite, était imprimé en lettres d'or élégantes. Pas la remise de diplôme de Léa. Juste la famille. Comme si j'étais une note de bas de page dans ma propre histoire. J'aurais dû le voir venir. Mais je n'étais pas préparée à ce qu'ils avaient réellement prévu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon petit studio,
fixant le plafond, repensant à 4 années de souvenirs, 4 années à ravaler ma fierté, 4 années à me dire « Attends un peu ». Quand ils verront ta réussite, ils changeront d'avis. Mais la vérité devenait impossible à ignorer. Plus je restais silencieuse, plus je devenais invisible. Si je laissais cette fête se dérouler comme il l'avait prévu, si je souriais et hochais la tête pendant qu'il paradait avec Chloé comme un trophée, je deviendrais officiellement la fille ratée aux yeux de tous. Chaque nuit passée à étudier, chaque patient que j'avais réconforté, chaque note parfaite, tout cela serait effacé. J'ai regardé mon diplôme encadré sur le mur. Major de promotion. Un morceau de papier qui m'avait coûté 4 ans sans vacances, sans vie sociale, sans repos. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Trop fatigué pour un télévendeur. Une notification de message vocal est apparue. J'ai failli l'effacer, mais quelque chose m'a poussé à l'écouter. Bonjour, ce message est pour Léa Dubois. Je suis du bureau de la direction de l'hôpital américain de Paris. Nous avons des nouvelles importantes que nous aimerions vous communiquer en personne. Merci de nous rappeler dès que possible. L'hôpital américain, l'établissement le plus prestigieux de la région, l'endroit où obtenir un entretien était presque impossible, sans parler d'une offre d'emploi. J'ai rappelé immédiatement. Je suis désolée, a dit la réceptionniste. Le bureau est fermé pour la soirée. Le docteur Marchand sera disponible demain matin. Le docteur Marchand, le directeur du recrutement en personne. Qu'est-ce qui pouvait être si important qu'ils doivent me le dire de vive voix? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais déçue. Ma petite Léa, ma chérie. La voix de ma grand-mère Élise était chaleureuse comme un rayon de soleil. Je pensais justement à toi. Comment avancent les préparatifs de la fête? Je lui ai tout raconté. La liste d'invités sur laquelle je n'avais pas mon mot à dire, l'invitation qui effaçait mon nom, le sentiment d'être une étrangère à ma propre célébration. Silence à l'autre bout du fil. Un long silence. Est-ce que ton père m'a invité? A-t-elle fini par demander. J'ai hésité. Je ne suis pas sûre, mamie. Je vois. Son ton a changé, s'est durci très légèrement. Eh bien, je serai là quoi qu'il arrive, invité ou non. Mamie, je ne veux pas créer d'histoire. Des histoires? Elle a ri doucement. Ma chérie, j'ai passé 40 ans comme infirmière major. J'ai tenu tête à des chirurgiens qui se prenaient pour des dieux et à des administrateurs qui pensaient nous posséder. Le désaccord de ton père ne m'effraie pas. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Au moins, quelqu'un était dans mon camp. Léa, a-t-elle continué, ta valeur ne dépend pas de la capacité de tes parents à la voir. Je sais ce que tu as accompli et je suis assez fière pour eux tous. Merci, mamie. Oh, au fait, sa voix est devenue plus légère, j'ai croisé le docteur Marchand la semaine dernière, le directeur du recrutement à l'hôpital américain. Tu te souviens de lui? Mon cœur a raté un bond. Tu connais le docteur Marchand? Nous avons siégé ensemble au conseil de la Fondation pour la santé pendant 15 ans. Il a mentionné ton nom, a dit des choses très impressionnantes à ton sujet. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelle-le, chérie. Je pense que tu voudras l'entendre de sa propre bouche. Elle a raccroché avant que je puisse en demander plus. Qu'est-ce que ma grand-mère lui avait raconté exactement sur moi? 3 jours avant la fête, je suis allée chez mes parents. J'ai trouvé mon père dans son bureau, révisant des dossiers. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Papa, on peut parler de la fête? Il a continué sa lecture. Quoi donc? J'aimerais inviter quelques personnes. Le professeur Martinez, des amis de l'hôpital. Non. Il a tourné une page. La liste est bouclée. Papa, c'est ma fête de remise de diplôme. Il a enfin levé les yeux. Son regard était froid, analytique. C'est un événement de la famille Lefebvre. Je veux juste que mon mentor soit là. Elle m'a guidée pendant 2 ans.
Une prof d'école d'infirmière? Il a carrément ricané. Que vont penser mes collègues? Ils penseront que j'ai reçu une excellente éducation. Ils penseront que cette famille a un enfant qui n'a pas pu suivre le rythme. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Papa, je suis sortie major de promo. En soins infirmiers, Léa, a-t-il dit comme si le mot lui-même était indigne de lui. Ta sœur va entrer à Sciences Po en master de droit. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie pour cette famille? Je pensais que cette fête était pour mon diplôme. Il a enfin posé ses papiers, m'a regardé de face, et ce que j'ai vu dans ses yeux n'était pas de la colère. C'était pire. C'était une indifférence totale. J'ai déjà dit à tout le monde que nous allions annoncer l'admission de Chloé. Cette fête est l'occasion parfaite. Il a repris son stylo. Tu as juste besoin d'être là, de sourire et d'essayer de ne pas trop attirer l'attention sur toi. Je suis restée là, pétrifiée. Ne pas trop attirer l'attention sur toi. À ma propre fête. Je comprends, ai-je dit doucement. Mais je mentais. Pour la première fois de ma vie, je mentais à mon père. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, préparant les centres de table. Maman, j'ai besoin de ton aide. Elle n'a pas arrêté son geste. Pourquoi, ma chérie? Parle à papa de la fête. Fais en sorte qu'elle soit vraiment pour mon diplôme. Léa, a-t-elle soupiré. Je ne veux pas créer de conflit. Tu prendrais ma défense. Je briserais l'harmonie familiale en soutenant tes caprices. Elle m'a enfin regardé. Son expression était la même que d'habitude, ce regard patient et légèrement lassé qu'elle portait sur moi depuis toujours. Ma chérie, tu as toujours été si sensible. Ton père veut bien faire. Il l'exprime juste différemment. Il transforme ma remise de diplôme en fête d'annonce pour Chloé. Il vous célèbre toutes les deux. Il a littéralement dit qu'il aurait aimé que Chloé ait mon diplôme. Tu as du mal à entendre. J'étais juste devant lui, maman. Elle a posé une rose. Pendant un instant, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité. De la reconnaissance. Puis ce fut fini. Ton père a travaillé très dur pour bâtir la réputation de cette famille. Le moins que nous puissions faire est de soutenir sa vision. Même si sa vision m'efface? Silence. Tu choisis ton camp, maman. Tu préserves la paix en me sacrifiant. Elle a repris une autre fleur. Ses mains étaient stables. Sa voix plus encore. Tu as toujours été trop dramatique, Léa. Tout comme ta grand-mère. Je suis partie sans un mot de plus. Ce soir-là, un email est arrivé qui a tout changé. L'objet était « Offre formelle d'emploi, Hôpital américain de Paris ». Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants. Et soudain, j'avais un choix à faire. J'ai lu l'email 3 fois pour être sûre de ne pas halluciner. L'hôpital américain me proposait un poste aux urgences. Pas n'importe quel poste, le rôle le plus compétitif pour une jeune diplômée. Des centaines de candidats postulaient chaque année. La plupart n'obtenaient même pas d'entretien, et ils me voulaient, moi. Le salaire m'a fait tomber la mâchoire, 55 000 € par an pour commencer. J'avais fait mes recherches, les jeunes avocats stagiaires dans le cabinet de mon père commençaient à 42 000. Mais le paragraphe suivant est ce qui a vraiment attiré mon attention. Nous aimerions présenter cette offre formellement lors d'un événement marquant de votre vie pour honorer vos accomplissements exceptionnels. Veuillez nous faire savoir si vous avez une occasion prochaine où cela serait approprié. Il voulait rendre cela public. Une cérémonie. Un moment. J'ai regardé le carton d'invitation sur mon bureau, célébrer la famille Lefebvre. Une pensée a germé, dangereuse, audacieuse. Et si je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient? J'ai fait défiler le mail jusqu'en bas. Il y avait un post-scriptum qui m'a coupé le souffle. PS. Madame Élise Dubois vous a recommandé à notre attention. Elle vous a décrite comme l'étudiante la plus exceptionnelle qu'elle ait vue en 40 ans de carrière. Nous sommes honorés de vous voir rejoindre notre famille. Mamie.
Elle n'avait pas juste mentionné mon nom au docteur Marchand. Elle avait activement plaidé ma cause, utilisé ses décennies de contacts et sa crédibilité pour m'ouvrir une porte, et elle n'en avait pas dit un mot. Je n'ai pas répondu au mail ce soir-là. J'avais besoin de réfléchir. Ma famille voulait utiliser ma fête pour célébrer Chloé, pour me minimiser, pour me rendre invisible. Peut-être était-il temps de leur montrer exactement qui ils ignoraient. Je suis allée chez grand-mère Élise le lendemain matin. Elle m'attendait sur la terrasse, le thé déjà servi, comme si elle savait que je venais. Elle le savait probablement. « Tu as reçu le mail » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle a souri en remuant son thé. « Parce que ce n'était pas à moi d'annoncer ton succès. J'ai simplement dit la vérité au docteur Marchand. Tout le reste, c'est toi qui l'as gagné. » Je me suis assise à côté d'elle. « Mamie, parle-moi de papa. Pourquoi est-il comme ça ?» Son sourire s'est effacé. « Ton père est parti de rien, Léa. Il a payé ses études de droit avec des bourses et de la rage au ventre. Quand il a épousé ta mère, il est entré dans une lignée de prestige. » Elle a marqué une pause. La première fois qu'il m'a rencontrée, il a regardé mon uniforme d'infirmière et a dit « J'espère que votre fille aura une meilleure vie que vous. » Il a dit ça en face de moi, lors de leur dîner de fiançailles. Elle a haussé les épaules. Je n'ai jamais été quelqu'un digne de l'impressionner à ses yeux. Juste la belle-mère qui sert les médecins. Mais tu as fait tellement. La fondation, les bourses d'études, les programmes de santé communautaire. Rien de tout cela n'implique un diplôme de droit. Elle m'a serré la main. Ton père mesure la valeur par les titres et le prestige. Les gens comme nous la mesurons par les vies que nous touchons. Elle s'est levée et est rentrée. Quand elle est revenue, elle tenait une enveloppe. C'est arrivé pour toi le mois dernier. J'attendais le bon moment. Je l'ai ouverte. Une lettre de la directrice de l'IFSI, une félicitation officielle pour l'excellence académique et une nomination pour le programme des futurs leaders de la santé. Mamie. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance de tes parents, ma chérie. Mais s'ils insistent pour regarder, donnons-leur quelque chose à voir. Cet après-midi-là, j'ai appelé le docteur Samuel Marchand. Léa. Sa voix était chaleureuse et professionnelle. Je suis ravie que vous m'ayez contacté. Avez-vous reçu notre offre? Oui. Je suis honorée. Vraiment, l'honneur est pour nous. Vos évaluations de stage étaient exceptionnelles. Vos professeurs ne tarissaient pas d'éloges. J'ai pris une grande inspiration. Docteur Marchand, à propos de la présentation formelle dont vous parliez. Oui. J'ai un événement ce samedi, ma fête de diplôme au restaurant Le Grand Véfour. Cela semble parfait. Une célébration de votre réussite. J'ai hésité. C'est compliqué. Ma famille ne comprend pas vraiment la valeur du métier d'infirmière. Un silence. Je vois. Son ton a changé, est devenu complice. Madame Dubois m'a mentionné quelque chose de similaire. Votre famille compte des avocats, je crois? 3 générations. Eh bien, je pouvais l'entendre sourire au téléphone, je suppose que nous allons devoir leur montrer ce qu'est une véritable réussite. J'apporterai la lettre d'offre formelle et une petite surprise. Quel genre de surprise? Vous verrez. Faites-moi confiance, Léa. La soirée de samedi sera mémorable. Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence un long moment. Je n'avais pas parlé de mon plan à grand-mère. Je n'en avais parlé à personne. C'était mon choix, mon moment. Toute ma vie, j'avais essayé de gagner le respect de ma famille en restant discrète, en espérant qu'ils finiraient par me voir. Ils ne l'avaient jamais fait. Peut-être était-il temps d'arrêter d'attendre. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. 23 ans, major de promo, une offre d'emploi qui ferait jalouser des avocats, et une famille qui pensait que je n'étais rien. L'une de ces choses allait changer. Je ne savais pas exactement ce que samedi apporterait. Mais je savais une chose, cela ne se passerait pas comme mes parents l'imaginaient.
Samedi soir. Le grand Véfour était encore plus impressionnant que dans mes souvenirs. Les lustres de cristal jetaient une lumière dorée sur les nappes de lin blanc. Des roses fraîches ornaient chaque surface. Le personnel en uniforme noir circulait silencieusement entre les tables. Au moins 50 invités. J'ai balayé la salle du regard et reconnu une dizaine de visages, des tantes éloignées, des cousins vus tous les 3 ans. Le reste était composé d'inconnus en costumes coûteux. Les collègues de mon père, ses associés, leurs femmes. Je suis arrivée à 19h pile. Mon père se tenait à l'entrée, serrant la main d'un homme aux cheveux argentés que je ne connaissais pas. « Richard, félicitations », disait l'homme. « Une grande occasion pour ta famille. » « Merci, Charles. De grandes choses s'annoncent. » Mon père m'a remarqué. Un bref signe de tête, rien de plus. Puis il s'est tourné vers Charles comme si j'étais une serveuse de passage. Je me suis avancée dans la salle. Ma mère était près de la table d'honneur, s'occupant de la robe de Chloé, une somptueuse robe émeraude qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Pendant ce temps, je portais la robe de cocktail bleu marine que j'avais achetée avec 3 semaines d'heures supplémentaires. « Léa, te voilà enfin. » Ma mère m'a à peine regardée. « Tu es à la table 6, vers le fond. » « Vers le fond ? Les tables de devant sont pour les associés de ton père. Tu comprends, n'est-ce pas ? Je comprenais parfaitement. Je suis allée à la table 6, j'ai trouvé mon marque-place, puis j'ai levé les yeux vers la banderole qui traversait le mur principal, célébration de la famille Lefebvre, en lettres d'or. Aucune mention de remise de diplôme, aucune mention de moi. J'étais une invitée à ma propre fête, un décor pour l'annonce de quelqu'un d'autre. Mais ils ne savaient pas que j'avais moi aussi invité quelqu'un. À 19h15, les portes du restaurant se sont ouvertes. Grand-mère Élise est entrée comme si elle possédait les lieux. Elle portait un tailleur bleu marine qui valait sûrement plus que celui de mon père. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Sa posture était impériale. À 78 ans, elle commandait encore le respect sans dire un mot. Le visage de mon père a blêmi. Élise. Il s'est avancé pour lui barrer la route. Je ne me souviens pas d'avoir envoyé d'invitation. Mamie a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Je suis ici pour la fête de diplôme de ma petite fille. Je n'ai pas besoin de ton invitation, Richard. C'est un événement privé pour la famille. Justement, je suis la famille. Elle l'a contourné sans effort. Que cela te plaise ou non. Ma mère s'est précipitée, ses talons claquant sur le marbre. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Je ne fais pas de scène, Béatrice. J'assiste simplement à l'événement. Les yeux de mamie ont balayé la salle. Où est assise Léa ? Ah, table 6, au fond. Comme c'est approprié. Plusieurs invités avaient cessé de parler pour observer l'échange. Mon père a ri, un son forcé et trop fort. Ma belle-mère, tout le monde. Toujours un peu dramatique. Mamie ne lui a pas accordé un regard. Elle a marché droit vers moi et m'a pris dans ses bras. Ma grande. Je l'ai serrée fort, retenant mes larmes. J'ai une surprise, mamie, ai-je murmuré. Elle s'est reculée, les yeux pétillants. Je sais, chérie. J'en ai une aussi. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, un serveur a annoncé que le dîner allait commencer. Mon père circulait déjà dans la foule, gérant les dégâts, charmant ses associés avec son sourire de prétoire. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Moi non plus, pas totalement, mais j'allais bientôt le découvrir. Après le dîner, mon père s'est levé et a tapoté sa coupe de champagne. Le silence s'est fait. Merci à tous d'être ici ce soir. Sa voix portait sans effort, rodée par des années de plaidoirie. Nous sommes réunis pour célébrer notre famille. Un court silence. J'ai remarqué qu'il n'avait pas prononcé mon nom. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la famille Lefebvre a une fière tradition dans le droit. 3 générations d'avocats, et bientôt 4. Il s'est tourné vers Chloé, qui rayonnait à la table d'honneur.
Je veux porter un toast à l'avenir, à ma plus jeune fille, Chloé, qui vient d'être admise à Sciences Po Paris en master de droit. Des applaudissements ont parcouru la salle. J'ai vu ma mère hocher la tête avec fierté. Mon père a continué, les yeux toujours fixés sur Chloé. J'aurais tellement aimé. Il a marqué une pause pour les faits. J'aurais tellement aimé que ce soit Chloé qui tienne un diplôme ce soir. Elle est la seule de mes enfants qui m'ait jamais rendu vraiment fière. Nouveaux applaudissements, mais plus discrets cette fois. J'ai vu plusieurs invités échanger des regards mal à l'aise. Ma mère souriait toujours. Personne ne me regardait. Je suis restée figée à la table 6, sentant chaque regard qui m'évitait délibérément. Les regards de pitié de quelques cousins, l'indifférence du reste. Chloé souriait toujours, mais quelque chose a traversé son visage. Un moment d'inconfort, peut-être même de culpabilité. Puis ce fut fini. Mon père a levé son verre plus haut. À la famille Lefebvre, à notre étoile la plus brillante, Chloé. Tout le monde a bu. Je n'ai pas touché à mon verre. Ma grand-mère s'est levée. Le silence est retombé, et j'ai compris que c'était le moment où tout allait basculer. Richard. La voix de mamie a tranché le silence comme un scalpel. Je crois que tu as oublié quelque chose d'important. Le sourire de mon père s'est crispé. Élise, ce n'est vraiment pas le moment. C'est exactement le moment. Elle s'est écartée de la table 6 pour s'avancer au centre de la salle. Tu viens de porter un toast lors de la fête de diplôme de ta fille. Tu ne l'as pas mentionné une seule fois. Des murmures ont agité l'assemblée. J'ai mentionné la famille. Tu as dit que tu aurais aimé qu'un autre enfant tienne le diplôme. La voix de mamie était calme mais tranchante. Lors de la fête de l'enfant qu'il a réellement obtenu. Élise, tu es en train de te ridiculiser. Non Richard, c'est toi qui fais ça depuis des années. Plusieurs personnes ont étouffé un cri de surprise. J'ai vu les collègues de mon père se pencher en avant, soudain très intéressés. C'est une affaire de famille, est intervenue ma mère en se levant. Nous ne devrions pas étaler nos problèmes privés en public. Privés ? Mamie a ri doucement. Vous avez organisé une fête publique pour annoncer l'admission à l'université de Chloé lors de la remise de diplôme de Léa. Vous l'avez mise à la table du fond. Vous n'avez même pas mis son nom sur la banderole. Elle a désigné les lettres dorées. Il n'y a rien de privé dans cette humiliation. Le visage de mon père devenait rouge. J'en ai assez. Élise, assieds-toi ou pars. Je ne ferai ni l'un ni l'autre. La salle était totalement immobile. 50 personnes attendaient. C'est alors que les portes du restaurant se sont ouvertes. Un homme est entré. La quarantaine, des tempes grisonnantes distinguées, un costume de prix. Il tenait une grande enveloppe. Il s'est dirigé directement vers moi. Mes excuses pour mon retard, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai une affaire urgente avec mademoiselle Léa Dubois. Mon père a froncé les sourcils. Qui diable êtes-vous ? L'homme a souri. Je suis le docteur Samuel Marchand, directeur du recrutement à l'hôpital américain de Paris. Le silence est devenu assourdissant. Le docteur Marchand est passé devant mon père sans le saluer et s'est arrêté devant ma table. Mademoiselle Dubois. Il m'a tendu la main. C'est un honneur de vous rencontrer en personne. Je me suis levée pour lui serrer la main, les jambes tremblantes. Docteur Marchand. Je ne m'attendais pas. Je voulais vous remettre ceci personnellement. Il a montré l'enveloppe. Je peux. J'ai acquiescé. Il l'a ouverte, en a sorti un document officiel à l'entête de l'hôpital. Puis il s'est tourné vers la salle. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'interrompre votre soirée, mais j'ai une annonce qui ne pouvait pas attendre. Mon père a fait un pas en avant. Attendez une minute. Léa Dubois, a continué le docteur Marchand en l'ignorant totalement, est sortie major de sa promotion à l'école d'infirmière. Ses évaluations cliniques sont les plus élevées que nous ayons vues en 15 ans. Il a levé la lettre.
L'hôpital américain de Paris est honoré de lui offrir un poste au sein de son service des urgences. Avec effet immédiat, pour un salaire de départ de 55 000 € par an. Des exclamations de surprise ont fusé de plusieurs tables. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, 55 000 pour une infirmière ? Le docteur Marchand a souri. Pour une infirmière exceptionnelle. Pour vous donner une idée, la plupart des jeunes avocats dans les grands cabinets commencent autour de 42 000 €. Il a regardé directement mon père. Si quelqu'un veut comparer. Le silence était de plomb. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. Ma mère avait la main plaquée sur la bouche. À la table d'honneur, Chloé me regardait avec des yeux ronds. Pas de la jalousie, mais de la surprise. Une réelle surprise. Le docteur Marchand m'a tendu la lettre. Félicitations, Léa. Vous l'avez mérité. Merci, ai-je réussi à articuler. Mais il n'avait pas fini. Il y a une dernière chose, a dit le docteur Marchand. La petite surprise que j'avais mentionnée. Il a sorti une autre enveloppe de sa veste. C'est une lettre de la direction de l'IFSI. Elle était adressée directement à Léa, mais vu l'occasion, j'ai pensé en partager un extrait. Il a déplié le papier et a commencé à lire. Léa Dubois est l'étudiante la plus exceptionnelle que nous ayons formée ces 15 dernières années. Elle a non seulement obtenu des notes académiques parfaites, mais a fait preuve d'une compassion et d'un professionnalisme qui ont dépassé toutes les attentes. Nous sommes fiers de la nommer pour le programme national des futurs leaders de la santé, réservé au top 1% des diplômés de France. Il a levé les yeux. Le top 1% national. Des applaudissements ont éclaté. Pas des applaudissements polis, mais des applaudissements sincères, enthousiastes. J'ai vu les collègues de mon père hocher la tête avec approbation, se tournant vers moi avec un nouveau respect. Mon Dieu, ai-je entendu quelqu'un dire. Richard, tu ne nous avais jamais dit qu'elle était aussi brillante. Mon père a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le docteur Marchand a plié la lettre et me l'a rendue. Votre grand-mère avait raison à votre sujet, Léa. Sur chaque mot. Mamie s'est avancée, le menton haut. Pour ceux qui se posent la question, a-t-elle annoncé, sa voix portant dans toute la salle, c'est moi qui ai présenté Léa à la direction de l'hôpital américain. J'ai passé 40 ans comme infirmière, à bâtir des relations que Richard, ici présent, n'a jamais respectées. Elle a souri. Il s'avère qu'être la servante des médecins a ses avantages. Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise. Et Chloé. Chloé me fixait avec une expression que je ne lui avais jamais connue. Pas de la pitié, pas de la jalousie, quelque chose comme du respect. La salle bourdonnait encore quand je me suis levée. 50 pères d'yeux se sont tournés vers moi. J'avais passé ma vie à éviter ce moment, à rester discrète, espérant que si je travaillais assez dur, il finirait par me voir. Il ne l'avait jamais fait, alors j'ai arrêté d'attendre. Merci, docteur Marchand, ma voix était plus assurée que je ne l'espérais. Merci, mamie. Je me suis tournée vers la salle, face à mes parents. J'ai passé 4 ans à essayer de prouver que j'étais digne de cette famille. J'ai enchaîné les gardes. Je n'ai jamais demandé d'aide. Je suis sortie major de promo. J'ai marqué une pause. Ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai rien à prouver à personne. Mon père a commencé à parler. Léa, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, papa. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu voulais utiliser ma fête de diplôme pour annoncer l'admission de Chloé. Tu as souhaité qu'elle ait mon diplôme à ma place. Tu m'as mise à la table du fond. J'ai désigné la banderole. Tu n'as même pas mis mon nom là-haut. Le silence était total. Je ne suis pas en colère. Et c'était vrai. La colère s'était consumée, laissant place à quelque chose de plus pur. J'ai juste fini. Fini d'attendre. Fini d'espérer. Fini de prétendre que vous allez changer. J'ai ramassé la lettre du docteur Marchand. À partir d'aujourd'hui, je fixe une nouvelle limite.
Je ne supplierai plus pour être aimé. Je vais investir mon énergie dans les personnes qui m'estiment vraiment. J'ai regardé mamie. Ses yeux brillaient. Puis j'ai regardé mes parents. Je ne demande pas d'excuses. Je vous informe simplement que les choses seront différentes désormais. Mon père a enfin retrouvé sa voix. Léa, discutons de cela en privé. Non. J'ai souri. Je pense que nous avons fini de discuter. Le visage de mon père est passé par plusieurs émotions, le choc, la colère, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Léa, tu es trop dramatique, a-t-il dit en forçant un rire, jetant un coup d'œil à ses collègues. Vous savez ce que c'est. Des malentendus familiaux. Ce n'était pas un malentendu, papa. Ma voix restait calme. Tu as littéralement souhaité que ma sœur ait mon diplôme devant 50 personnes. Tu portais un toast à quelqu'un d'autre lors de ma fête. Un homme s'est levé à l'une des tables de devant. J'ai reconnu Charles, l'associé principal du cabinet. Richard. Sa voix était basse mais ferme. Je pense que ta fille mérite des excuses. Plusieurs têtes ont acquiescé dans la salle. Le rire de mon père s'est étranglé dans sa gorge. Charles, c'est une affaire de famille. Tu l'as rendu public au moment de ton toast. Charles m'a regardé avec respect. Mademoiselle, félicitations pour vos accomplissements. C'est vraiment impressionnant. Merci, monsieur. Mon père perdait le contrôle de la soirée. Je pouvais le voir dans ses yeux, la réalisation que son événement soigneusement planifié avait totalement déraillé. S'il vous plaît, tout le monde, a dit ma mère d'une voix tendue. Cela reste entre nous. Béatrice, la voix de mamie a coupé court. Pour une fois dans ta vie, tais-toi. Tu es restée silencieuse au mauvais moment pendant bien trop longtemps. Ma mère en est restée bouche bée. La salle était pétrifiée. Mon père regardait ses collègues, ses associés, ces gens dont il avait passé des décennies à cultiver l'opinion. Tous le regardaient avec des yeux nouveaux. Il a dégluti péniblement. Je ne sais pas quoi dire. Pour la première fois de ma vie, Richard Lefebvre était sans voix, et j'ai compris que c'était suffisant. La fête s'est dissoute rapidement après cela. Les invités ont trouvé des excuses polies et se sont dirigés vers la sortie. Je me tenais près de la porte, acceptant les félicitations de gens qui m'avaient ignoré une heure plus tôt. Mais j'ai aussi capté des fragments de conversation. 2 collègues de mon père traînaient près du vestiaire. Je n'avais aucune idée que Richard était comme ça avec sa fille. 55 000 pour une jeune infirmière. Mon fils a fini son droit l'an dernier, il gagne 38 000. Tu as vu sa tête quand le directeur de l'hôpital est entré? Ça n'a pas de prix. Ça donne envie de se demander ce qu'on ignore d'autre sur lui. J'ai regardé mon père, debout, seul dans un coin de la salle qui se vidait. Personne ne l'approchait. Les associés qui gravitaient habituellement autour de lui gardaient leur distance. Ma mère ramassait frénétiquement ses affaires, évitant le regard de tout le monde. Charles s'est arrêté près de moi en sortant. Mademoiselle Dubois. Il a sorti une carte de visite de son portefeuille. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, une recommandation, un conseil, n'hésitez pas. Merci, monsieur. Votre père est un avocat talentueux. Il a marqué une pause. Mais ce soir, j'ai appris sur son caractère des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. Bonne chance à vous. Il m'a serré la main et est parti. J'ai regardé à travers la pièce. Chloé était toujours à la table d'honneur, seule. Elle m'observait maintenant, sans colère ni jalousie, mais avec une sorte de confusion, comme si elle me voyait pour la première fois. Nos regards se sont croisés un long moment. Puis elle s'est levée et a commencé à marcher vers moi. Je me suis préparée à ce qui allait suivre. Chloé s'est arrêtée devant moi, sa robe émeraude paraissant soudain trop voyante sous les lumières tamisées. Léa. Sa voix était hésitante. Est-ce que ça va? J'ai failli rire. Tu me demandes vraiment ça? Elle s'est mordu la lèvre. Je ne savais pas que c'était si grave. Comment as-tu pu ne pas savoir?
Elle a baissé les yeux. Je crois que je pensais que c'était juste comme ça que notre famille fonctionnait. Papa parle de moi, maman se concentre sur moi, et toi? Elle s'est interrompue. Et moi, je reste invisible. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Elle a levé les yeux et j'ai été surprise de les voir briller. Je pensais juste que tu étais discrète. Que tu ne voulais pas d'attention. Je la voulais, Chloé. J'ai juste compris que je ne l'aurais jamais. Nous sommes restés en silence. Autour de nous, le personnel commençait à débarrasser les tables. Je suis désolée. Sa voix a craqué. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. Tu n'as pas à t'excuser pour maman et papa. Je m'excuse pour moi. Pour n'avoir jamais demandé, pour n'avoir jamais remarqué. Elle a essuyé ses yeux. Pour avoir juste accepté les choses telles qu'elles étaient. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais quelque chose de plus doux que le mur que j'avais construit. Tu avais 19 ans, Chloé. Tu en as 20. Tu n'as pas créé cette dynamique. Mais j'en ai profité. Oui, c'est vrai. Elle a hoché la tête lentement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, entre nous? J'ai réfléchi attentivement à la question. Tu es ma sœur. Ça ne change pas. Mais notre relation doit être reconstruite sur le respect, pas sur ce qu'elle a été jusqu'ici. Je le veux. Sa voix était petite mais sincère. Je veux vraiment te connaître. Alors commence par me voir. Pas comme une comparaison, juste comme moi. Elle a hoché la tête à nouveau. C'était un début. 2 semaines après la fête, mamie a appelé avec des nouvelles. Ton père passe un moment difficile au cabinet. J'étais dans mon nouvel appartement, déballant des cartons. Comment ça? Charles a raconté cette soirée à d'autres associés. L'histoire s'est propagée. Elle a marqué une pause. Apparemment, plusieurs clients ont demandé à travailler avec d'autres avocats. Il quitte papa? Pas entièrement, mais ils ont fait comprendre qu'ils préféraient des collaborateurs avec plus d'intégrité morale, comme l'un d'eux l'a dit. Je me suis assise sur un carton non ouvert. Je ne savais pas trop quoi ressentir. Il n'est pas licencié, a continué mamie. Mais sa réputation en a pris un coup. Son image de gendre idéal est un peu ternie. Je ne voulais pas ça. Tu n'en es pas responsable, chérie. C'est lui qui l'est. Tu as juste arrêté de le couvrir. Cet après-midi-là, ma mère a appelé pour la première fois depuis la fête. Léa. Sa voix était tendue. Nous devons parler des collègues de ton père. Il n'arrête pas de poser des questions sur toi, de reparler de la fête. Ça affecte son travail. Ce n'est pas ma faute, maman. Tu pourrais parler à Charles. Expliquer que ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. Ne pensait pas quoi? Qu'il voulait m'humilier? Qu'il souhaitait que Chloé ait mes réussites? Qu'il m'a mise au fond de la salle? Silence. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de papa, ai-je dit doucement. C'est la conséquence de ses actes, pas des miens. Léa. Je ne vais pas nettoyer ces bêtises, maman. Plus maintenant. J'ai raccroché. Pendant des années, j'avais protégé l'image de ma famille en me taisant, en acceptant moins, en me faisant toute petite. Cette époque était révolue. Les conséquences de leur choix leur appartenaient désormais. Pour mon premier jour à l'hôpital américain, je suis restée devant les portes des urgences pendant 1 minute entière, juste pour respirer, pour réaliser. Le badge épinglé sur ma blouse disait « Léa Dubois, infirmière ». Mon nom, mon titre, ma réussite. Prête pour votre première garde? Le docteur Marchand est apparu à mes côtés, souriant. Plus que prête. Parfait, parce que les urgences n'attendent personne. À l'intérieur, c'était un chaos organisé. Exactement ce pourquoi j'avais été formée. Les moniteurs qui bipent, les infirmières annonçant les constantes, les médecins se déplaçant avec précision. On m'a assignée à une infirmière expérimentée nommée Gloria pour ma première semaine.
Elle m'a montré les logiciels, les raccourcis, les règles non écrites. Tu es doué, m'a-t-elle dit après ma première admission de patient. Vraiment doué. Celui qui t'a formé savait ce qu'il faisait. J'ai eu une excellente professeure, et ma grand-mère a été infirmière pendant 40 ans. Élise Dubois? J'ai cligné des yeux. Tu la connais? Gloria Harry. Ma petite, tout le monde dans cet hôpital connaît Élise. Elle a aidé à former la moitié des cadres. Cette femme est une légende. J'ai senti une chaleur se diffuser dans ma poitrine. Un bouquet de tournesol m'attendait en salle de pause de la part de mamie avec un mot, à ma petite fille pour son premier jour. J'ai toujours été fière de toi, toujours. Mon premier vrai patient était une femme âgée, 72 ans, douleur thoracique. Elle était seule, effrayée, serrant les barrières du lit à s'en blanchir les phalanges. Je lui ai pris la main. Je m'appelle Léa. Je vais rester avec vous. Vous n'êtes pas seule. Sa prise s'est relâchée, sa respiration s'est stabilisée. C'était pour ça que j'avais choisi ce métier. Pas pour l'argent ou le prestige, mais pour des moments comme celui-ci, pour être là quand quelqu'un a le plus besoin de moi. J'étais exactement là où je devais être. 3 mois plus tard, ma vie était totalement différente. J'avais un travail que j'aimais, des collègues qui me respectaient, un appartement qui commençait enfin à ressembler à un foyer, et grand-mère Élise qui passait chaque dimanche pour le thé. Quant à ma famille, mon père n'avait toujours pas appelé, pas une seule fois. Je n'étais pas surprise. Richard Lefebvre ne s'excusait pas. Il attendait simplement que les problèmes disparaissent. Mais je n'allais plus disparaître. Ma mère m'envoyait des SMS occasionnels, des messages courts, « Comment vas-tu » ou « Je pense à toi ». Jamais une reconnaissance de ce qui s'était passé, jamais d'excuses. Je répondais poliment, brièvement. Rien de plus. Mais Chloé m'a surprise. Elle m'appelait tous les dimanches, juste avant la visite de mamie. On parlait pendant 20 minutes, parfois plus. Elle me parlait de ses cours de droit. Elle commençait à regarder des universités plus proches pour son stage, pour être moins sous la coupe de nos parents. Elle m'interrogeait sur mes patients, mes gardes, ma vie. Elle ne mentionnait jamais nos parents. Je veux te comprendre, m'a-t-elle dit un dimanche. Pas la version de toi que je pensais connaître. La vraie toi. Ce n'était pas parfait. Nous avions des années de distance à combler, mais elle essayait. Ça comptait énormément. La famille Lefebvre n'était pas guérie. Peut-être ne le serait-elle jamais. Mais j'avais arrêté d'attendre que cette guérison vienne de quelqu'un d'autre que moi-même. J'avais fixé de nouvelles règles, je répondrais s'ils me contactaient, mais je ne courais plus après leur approbation. J'assisterais aux événements familiaux si j'étais invitée, mais je ne tolérerais plus le manque de respect. Je les aimerais de loin si c'était ce qu'il fallait pour protéger ma paix. Les limites n'étaient pas une punition. C'était de l'autopréservation. Et pour la première fois de ma vie, je me faisais passer en priorité. Parfois, lors de soirées calmes, je m'assieds sur mon balcon et je regarde les lumières de Paris s'allumer. Je pense au chemin qui m'a mené ici. 4 ans à travailler jusqu'à l'épuisement pour gagner un amour qui aurait dû m'être donné librement. Une nuit d'humiliation publique qui aurait pu me briser, et une décision qui a tout changé. J'ai arrêté de prétendre être invisible. Voici ce que j'ai appris, votre valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre la voie ou non. Les gens qui devraient vous aimer inconditionnellement sont parfois incapables de le faire. Et ce n'est pas votre échec, c'est le leur. Les limites ne sont pas une vengeance. Ce n'est ni de la cruauté ni une punition. C'est la ligne que vous tracez entre ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Entre qui vous êtes et qui les autres veulent que vous soyez. Pas tous ceux qui portent le nom de famille méritent ce titre. La vraie famille, ce sont les gens qui sont là, qui vous voient, qui célèbrent vos victoires et vous tiennent la main dans l'échec. Parfois ils partagent votre sang, parfois non. Je n'ai pas battu mes parents cette nuit-là au restaurant. J'ai juste arrêté de me perdre pour eux. Mon téléphone vibre. Un SMS de Chloé, on s'appelle dimanche ? Un autre de mamie,
J'ai fait tes biscuits préférés, je les apporte demain. Un troisième de Gloria au travail, le patient de la semaine dernière a demandé de tes nouvelles. Il a dit que tu étais un ange. Je me suis dit que tu aimerais le savoir. Je souris. Un vrai sourire. Le genre de sourire que je ne me souvenais pas avoir eu avant tout cela. Mon père voulait que je sois invisible. Ma mère voulait que je reste silencieuse. Mais j'ai refusé, et c'est ce qui a fait toute la différence. Je n'ai pas gagné contre eux. J'ai juste arrêté de perdre ma propre identité. C'était la seule victoire dont j'avais besoin. Quelle histoire poignante et révélatrice sur les dynamiques familiales toxiques. Ce récit nous montre à quel point il est difficile de se construire lorsque l'on grandit dans l'ombre de l'enfant parfait ou sous le poids de traditions familiales écrasantes. Le personnage de Léa est un exemple magnifique de résilience, elle ne cherche pas la vengeance, mais simplement la reconnaissance de sa propre existence et de sa valeur. La figure de la grand-mère, Élise, est également fondamentale, elle prouve qu'il suffit parfois d'une seule personne qui croit en nous pour changer le cours de notre destin. En France, comme ailleurs, la pression sociale liée aux métiers prestigieux, comme le droit ou la médecine peut parfois briser des liens sacrés. Ce retournement de situation au restaurant est une véritable leçon de vie, le respect ne se demande pas, il s'impose par nos actes et notre intégrité. La réussite de Léa, tant sur le plan professionnel que personnel, en posant ses limites, est une source d'inspiration pour quiconque se sent invisible dans son propre entourage. Les limites ne sont pas des murs pour s'isoler, mais des barrières pour se protéger et enfin s'épanouir. Bravo à tous ceux qui, comme elle, ont le courage de dire stop et de choisir leur propre chemin, même s'ils s'écartent de la voie tracée par leurs parents. Et vous, avez-vous déjà dû poser des limites strictes avec votre famille pour protéger votre santé mentale ou votre carrière? Comment ont-ils réagi sur le moment? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même situation.